Bonjour, je rends des livres numéro 22 et je rappelle un des éléments des épisodes précédents, c'est que depuis quelques mois maintenant, le meilleur de mes appareils photo, celui avec lequel je filme, en son direct, sans micro, etc. Donc c'est pas bon comme son. Voilà, en plus il me fait ce petit gag supplémentaire qu'il scinde les fichiers en deux si je dépasse 20 minutes. Alors c'est sans doute un bug tout à fait bienvenu, bien encontreux, comme on ne dit pas, puisque soit il m'a forcé à faire des montages et ça prenait un temps fou, soit, et c'est ce que je m'apprête à faire, il m'oblige à rester dans le cadre des 20 minutes. Alors comme je ne vais encore pas avoir le temps de tout faire et qu'à chaque fois je laisse un reliquat, un gros reliquat même, je fais la 22 et puis peut-être que dans la foulée ou demain je ferai la 23, la 24, etc. Histoire de vraiment pouvoir ranger mon bureau, parce que ça fait 1 an et demi que je fais ces vidéos, et l'objectif c'est quand même à la fin d'avoir entièrement fait table rase. Donc sans plus attendre, des livres se sont ajoutés aussi parce qu'on m'en a rendu, ou plus exactement on en a rendu à mon épouse. On avait prêté à une de ses collègues 4 livres, parce qu'on avait discuté avec cette collègue d'écriture féminine, et on avait eu, moi j'avais eu envie aussi de lui prêter des livres qui ne correspondaient pas exactement à ce qu'elle disait de l'écriture féminine, bon, qui est une essentialisation toujours simplificatrice bien entendu. Et du coup, bien, à partir de ces 4 livres, et puis aussi d'autres livres qui se trouvent être sur mon bureau parce que je les ai lus récemment, peut-être qu'on va consacrer ces 20 minutes à, non pas à cette question de l'écriture féminine, parce que je ne pense pas avoir la moindre compétence en la matière, mais au moins pour esquisser les contours de la diversité en fait, parce que voilà, je pense déjà, si on pense à des grandes figures du XXe siècle, on va dire, Virginia Woolf, Nathalie Sarraute et Simone de Beauvoir, ça n'est pas du tout la même écriture, heureusement d'ailleurs. Ces 4 livres, qu'étaient-ils, puisque finalement ça peut donner une petite idée aussi d'une orientation esthétique qui serait la mienne en écriture ultra contemporaine, afin justement de contrer un petit peu un certain nombre d'éléments justement sur l'écriture féminine, parce qu'il y avait une sorte de modèle un peu comme ça, qui était un modèle Marguerite Duras, Annie Ernaux, on va dire. Qu'est-ce que je lui ai prêté? Je lui ai prêté des livres qui sont un peu fondamentaux pour moi, d'écrivaine, on va dire, vraiment fondamentale pour moi. Nathalie Quentin, bien sûr, Tomate, c'est un des livres de Nathalie Quentin qu'il faut vraiment avoir lu, hein, j'en lirai peut-être un extrait. Moi l'interdite, un des premiers Ananda Devi, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Moi l'interdite d'Ananda Devi, c'est un des premiers que j'ai découvert, c'est pas un de ses premiers livres, mais c'est peut-être même celui par lequel je l'ai découverte en 2000 aux éditions d'Aper. Et c'est vraiment une écriture magnifique. Tiens, je vais lire le début. Cette histoire, couleur d'eau croupie, n'a peut-être aucune réalité. Laissez-la s'écouler à travers la bonde de l'oubli. N'essayez pas de la saisir, elle parle de rêves déchus et aurait un bruit de déchirure si l'on pouvait entendre le bruit secret des cœurs. Ne prenez pas mal ce songe d'épines que je vous offre. Je suis celle dont on a chiffonné la voix et marqué le visage et les griffures du regret. Je suis comme l'île qui chante sa propre mort. Cette violence n'est pas celle que l'on voit en soulevant un rideau, c'est celle d'une chair mise à nu. Un jour, assise à côté du corps de ma grand-mère Grenier, morte d'attente, je me suis souvenu du premier geste de ma mère envers moi. Elle a levé une main fatiguée et a caché le mamelon vers lequel je tendais ma bouche. Un long soupir de dégoût s'est échappé d'elle, le sein s'est rétréci sans qu'il en sorte la moindre goutte de lait. Où est parti le lait de ma mère? Je vous le demande. Ce ne sont pas des mystères auxquels les enfants s'habituent. Il faut déjà leur tendre le miroir. Et même là, il n'est pas sûr qu'ils reconnaissent l'image qui leur est renvoyée. Alors j'ai parlé d'Ananda Devi dans une vidéo assez récente à propos de son dernier roman, Manger l'autre. Voilà, donc là on fait un retour en arrière de presque 20 ans. Et en fait, finalement, il n'y a pas d'invariant ou de ligne, comment dire, de ligne directrice chez ces auteurs dont je vais parler aujourd'hui, mais il y a toujours un travail du manque et de l'hyperbole, c'est-à-dire toujours une écriture qui part d'une béance ou d'un trou, ou d'un vide ou d'une douleur, ou d'un manque d'expression ou d'une difficulté à exprimer, pour aller souvent vers une surexpression et non pas tellement vers les écritures blanches.
Troisième livre prêté, Marie Coney, 3 meurtres. Ça a été publié chez Chêne en 2008. Et on va lire rapidement le passage en italique de la page 73. Tu me dis, écrire c'est dans le temps, la grammaire c'est du temps il y en a beaucoup. Pas de place pour la fin, cherche les verbes, le temps le voilà. On n'a pas vraiment le sens de la mort et on n'est pas vraiment mélancolique. Tu fais du mélancolique l'homme de l'oral, celui qui ne peut annexer les mots et le temps, se servir des liens qui font des phrases et après les phrases des totalités sans terme. Le mélancolique pense de façon aiguë, parle, a de la mort une peur qui handicape tout, ses relations aux femmes, à la nuit qui vient, au travail. Parfois de peur de mourir il bégaye. Séducteur sans victoire, sans quête même de victoire. La peur de la mort le pose à l'endroit où on le pose. Il est obnubilé. Tu dis encore, ma langue maternelle. Est-ce que quelque chose au monde peut penser, toi sans la mer et la langue de la mer? Tu dis qu'on ne meurt pas. Tu es la seule personne qui nie la mort de cette façon ferme au nom de la grammaire et des mots annexés, combinés. Voilà, donc ça c'est un extrait de Marie Coney, 3 meurtres. Tiens, on va le mettre là, ça fera une variation dans le cadrage. Et je cache la plante verte, ce qui n'est pas forcément bien. Enfin bon. Quatrième et dernier livre prêté, le dernier roman de Marine Diaye, La Chef, roman d'une cuisinière. Alors Marine Diaye, elle est pas mal, je crois, brocardée, parce que peut-être à cause de son succès ou de ce qu'on lui reproche peut-être de son académisme. Après tout, elle a eu le concours pour 3 femmes puissantes, etc. Et alors, il y a certainement la recherche d'une phrase et dans la phrase, et dans la structure, et dans l'évolution de la construction psychologique des personnages, il y a certainement un rapport au classicisme narratif, ou à une forme de narration, on va dire, classique, à défaut de dire neutre, mais c'est pour mieux, en fait, moi je trouve, faire exploser les codes de l'intérieur. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Marine Diaye. Et La Chef, c'est un très beau roman. Je suis pas sûr, enfin j'ai pas du tout préparé, donc je suis pas sûr de véritablement vouloir lire un extrait, mais enfin voilà, donc c'était un autre exemple. Je suis pas sûr non plus d'avoir déjà parlé de La Chef, je pense pas, parce que je crois que la première vidéo Je range mon bureau, c'était au début du printemps 2017, et ça j'ai dû le lire vraiment quand c'est sorti, fin 2016. Donc j'en ai pas déjà parlé, mais les autres j'en avais pas déjà parlé non plus. On sort des 4 livres prêtés, mais on continue avec des écrivaines, des auteurs ou des autrices, je ne sais jamais comment il faut dire, donc du coup je dis écrivaine. Elisa Chevadu-Sapin, et là encore j'avais pas parlé de son précédent livre dans une vidéo parce que c'était avant que je fasse ces vidéos Je range mon bureau, mais Elisa Chevadu-Sapin, il y a 2 ans, j'ai beaucoup aimé un roman d'elle qui d'ailleurs a été publié dans la collection de poche de chez Zoé, je crois, Hiver à Sokcho. Et Elisa Chevadu-Sapin, elle est franco-coréenne, enfin c'est un raccourci comme un autre. Elle est née d'un père français et d'une mère sud-coréenne, elle est biculturelle, comme on dit parfois aussi, parce que les sociologues ont besoin de mettre des termes sur des situations qui sont toujours un peu individuelles et qui n'ont pas toujours de points communs les unes entre les autres. Et Hiver Sokcho, dont je vois d'ailleurs qu'il a Hiver à Sokcho, je vois qu'il a obtenu de nombreux prix, ce que j'ignorais, ce qui n'est pas en soi une garantie. C'était vraiment un texte qui m'avait beaucoup ému, qui m'avait beaucoup parlé, parce qu'avec beaucoup de retenue, il donnait énormément à voir. C'est une écriture extrêmement picturale. Donc là, j'ai emprunté les billes du pachinko, je ne sais pas comment il faut dire. Alors le pachinko, c'est une sorte de flipper billard dont a parlé d'ailleurs Roland Barthes dans l'Empire des Signes, et la raison pour laquelle elle travaille ce matériau-là, ou cet artefact culturel, c'est parce qu'il y a une narratrice dont le grand-père en fait tient un magasin de pachinko, et apparemment les réfugiés coréens au Japon étaient les seuls à avoir le droit d'ouvrir ces magasins, parce qu'il y a une réglementation assez particulière apparemment, si on en croit le roman, je n'ai pas fait de vérification, sur les jeux de hasard, qui fait qu'apparemment les Japonais, les citoyens japonais n'ont pas le droit de tenir des jeux de hasard, et on n'a pas le droit non plus de gagner de l'argent dans les jeux de hasard, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où le quartier coréen s'est un peu spécialisé dans
dans ces salons de jeux-là, puisque eux, n'étant pas japonais, avaient le droit d'en ouvrir. Et puis aussi, ils ont contourné, enfin, il y a une sorte de contournement systématique en fait de la question financière, du gain dans ces jeux, par l'octroi de cadeaux. En fait, visiblement, si on gagne avec un certain nombre de billes au pachinko, on gagne des cadeaux, et ces cadeaux, en fait, très vite, on les échange contre de l'argent auprès de vendeurs qui sont à l'extérieur, donc une espèce de système un peu schizophrène, un peu comme ça, paradoxal. Et en fait, bon, le roman n'est pas désagréable à lire, mais j'ai trouvé vraiment que dans la structure comme dans le ton, il ne tenait pas trop la note. Cette jeune femme qui se trouve cette narratrice qui se trouve à aller chez ses grands-parents pendant un été au Japon, donc ses grands-parents coréens. Alors il y a toute la question de la langue qui a été perdue parce qu'elle parle plus très bien le coréen, puis sa grand-mère ne veut pas parler japonais. Elle se trouve en fait à être répétitrice parce qu'elle a grandi en Suisse francophone, à être engagée de manière plus ou moins informelle d'ailleurs comme répétitrice de français pour la fille d'une professeure. Et donc elle sympathise avec une relation un peu ambiguë qui se noue avec la petite fille. Donc voilà, donc il y a plusieurs fils en même temps. Il y a le pachinko, il y a l'histoire personnelle de la narratrice, il y a la relation avec ses grands-parents, il y a le côté, enfin la relation nouée avec la petite fille. Il y a tous ces éléments-là qui s'entre-métaphorisent de manière, que j'ai trouvé un peu, pas confuse en fait, mais de manière pas très parlante, enfin qui moi m'a pas beaucoup parlé. Bon, je suis un peu méchant parce que c'est pas un mauvais livre du tout. Et Elisa Chevelu-Sapin, je continuerai. Voilà, je vais attendre le troisième, mais voilà, si je dois en faire lire un, je continuerai plutôt à conseiller Hiver à Sokcho. Et c'est peut-être moi qui ai tort et je suis passé à côté de quelque chose d'ailleurs. Voilà, donc Elisa Chevelu-Sapin, je vais en lire un extrait, je ne vais pas préparer non plus, mais. Il y a tout un voyage aussi, enfin un des fils conducteurs, c'est qu'elle prépare un voyage, un retour en Corée, où ses grands-parents ne sont jamais repartis en fait. Ça fait des décennies qu'ils ne sont pas repartis en Corée. Un soir avec des ciseaux, ma grand-mère essaye d'arracher les cheveux des enfants Playmobil. Elle découpe sans succès, finit par leur asséner des coups avec la pointe de la lame. « Mais tu saignes !» je m'écrie en passant devant elle. Elle me regarde étonnée. « Là, au menton, tu ne sentais pas ? » ?»« Non, tu n'as pas eu mal ? » ?»« La coupure est superficielle, mais descend jusque dans le cou. Je la désinfecte. » Ma grand-mère cajole le pansement. Non, elle n'a rien senti, rien du tout. Elle reprend l'enfant Playmobil, lui frotte la tête, penaude, le rejette dans le tas. J'essaie à mon tour avec les ciseaux. Le plastique est coriace, je ne m'y attendais pas. Tu vois, dit-elle, il n'y a que les vieux qui peuvent perdre la tête. Tu me crois jamais. Je passe, enfin, je saute rien, mais c'est un nouvel élément, c'est là, hein, après une ligne blanche. Petit à petit, elle aussi se prend de frénésie. Elle empile des vêtements, bourre les valises, la sienne et celle de mon grand-père. À présent, c'est moi qui lui fais remarquer que nous ne partons qu'une semaine. Il fait encore chaud, rien ne sert de prendre trop d'habits. Elle s'énerve, dit qu'elle sait que moi je ne sais rien, il peut faire très froid en Corée. D'un jour à l'autre, on est en Sibérie. Parfois, elle se fige et regarde. Les valises, les poubelles entassées dans le couloir. Elle me regarde hébétée. Ressort ce que j'ai amassé, dit qu'il faut garder papier, crème, rondelles, douates. C'est à elle, je n'ai pas le droit d'y toucher. Elle fait mine de vouloir me frapper, ferme les poings, vise mon dos. Mais après, je vois bien qu'elle m'écoute, car elle range tout. Voilà, donc j'ai choisi ce double fragment sur la relation. J'ai choisi sans choisir, parce que j'ai un peu ouvert au hasard, mais ça tombait bien. Le hasard fait toujours bien les choses, on va dire. J'ai choisi ce double fragment qui illustre la relation entre la petite fille et sa grand-mère, qui a évidemment un fonctionnement psychologique particulier, enfin un peu, qui est un peu en train de retomber en enfance aussi, de parce qu'on comprend. Donc il y a la grand-mère et la petite fille qui sont deux enfants en fait, deux états d'enfance en quelque sorte. Voilà, les billes du pachinko, Elisa Chevelu-Sapin, aux éditions Zoé, ça vient juste de sortir. Et puis ça fait longtemps que je retarde le moment de parler d'un œil en moins de Nathalie Quintane. Donc je vais en parler très brièvement, et peut-être que du coup la deuxième vidéo, ça sera le lien, avec Marie-Fleur Albecker. Alors, pourquoi je les présente ensemble ? Un œil en moins, pardon. Je l'ai lu, c'est en regardant le petit écran, là, du coup ça me perturbe.
du coup je sais plus ce que je fais, je suis tout... j'ai le cerveau, l'hémisphère droit du cerveau qui regarde la partie droite de l'écran qui correspond à la gauche de l'image. Ah bon. Un œil en moins, je l'ai lu avant l'été. C'est un livre de Nathalie Quintane sur en fait les mouvements sociaux en 2016, sur Nuit debout en fait, spécifiquement sur le mouvement social Nuit debout, mouvement alternatif, mouvement qui a tenté de construire quelque chose et sans en tenir réellement la chronique. Elle a écrit un livre qui dédouble en fait son expérience à l'intérieur du mouvement Nuit debout, dédouble l'expérience de quelqu'un dont on ne sait pas le nom à l'intérieur du mouvement Nuit debout. Et comme toujours avec Nathalie Quintane, c'est à la fois très politique et très... enfin, ça travaille sur les structures du sens, les structures de la société, et puis à l'intérieur d'un livre qui lui-même est extrêmement désorientant et très agréable à suivre. À savoir qu'on ne s'attend jamais à ce là où elle va nous emmener ou ce qu'elle va faire. Et puis bon, il y a un ton. Alors pour le coup, la raison pour laquelle j'avais prêté Tomate à cette collègue et amie, c'est parce qu'on est, on est dans une sorte d'opposé absolu du cliché habituel de l'écriture féminine, puisque au contraire c'est une écriture très rentre-dedans, très, enfin, comment dire, qui est très politique, qui est extrêmement, qui change, qui joue sur les registres, sur des ruptures de niveau de langue. Enfin moi c'est ce que je trouve vraiment tout à fait passionnant, et c'est tout à fait une écriture féminine. Voilà, ce qui fait que finalement l'écriture féminine, dans un sens unifié, homogène ou universaliste, moi j'y crois pas du tout, et ça me convainc pas du tout. Donc voilà. Alors la raison pour laquelle, j'en parlerai dans la vidéo suivante, donc là, ça c'est la 22A, et puis il y aura la 22B, juste après. La raison pour laquelle je en parle j'ai présenté avec le roman de Marie-Fleur Albécker et j'abattrai l'arrogance des tyrans, c'est que le roman de Marie-Fleur Albécker et j'abattrai l'arrogance des tyrans, c'est un roman historique qui reprend en fait un événement très important du Moyen-Âge, 1381, donc là je viens juste de le lire, ça vient juste de sortir, et c'est la révolte des paysans du Kent, notamment en 1381 en Angleterre. Et roman historique, focalisation narrative sur une femme, Johanna Ferrour, qui a vraiment existé, tonalité romanesque, construction romanesque, avec des ruptures de niveau de langue, et c'est là où à un moment donné, en lisant ça, il y a des choses qui me plaisaient plus ou moins, en lisant le roman de Marie-Fleur Albécker, plus je le lisais, et plus je me disais, mais c'est Quintane en romanesque, et comme Nathalie Quintane cherche à faire absolument tout sauf du roman, et le contraire presque de ce qui pourrait s'appeler roman, et comme Marie-Fleur Albécker s'inscrit tout à fait dans le genre du roman, à l'intérieur du genre du roman, donc qui est très accommodant, dans lequel on peut trouver des modèles très très divers, je me suis dit, mais en fait, c'est une sorte de Quintane, pas du tout Quintane, enfin c'était très très très, comment dire, déstabilisant pour moi. Et je me suis dit, lors de mes vidéos, je vais essayer d'en parler ensemble. Donc on va finir la 22A en parlant de Marie-Fleur Albécker, et on commencera la 22B en parlant d'un œil en moins. Donc Marie-Fleur Albécker et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je recommande vivement ce roman, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, enfin si on me demandait de sortir 10-50 livres de ma bibliothèque, il n'y aurait peut-être pas celui-là, mais c'est quand même extrêmement stimulant, parce qu'elle ne fait pas du tout un roman historique, elle fait un roman dans lequel le point de vue narratif d'un personnage qui est un personnage dépossédé, de pauvres, de femmes, etc., est l'occasion pour elle de vraiment parler de tout ce qui fait le substrat des luttes actuelles, en fait. Et donc on peut le lire à l'aune, de manière totalement anachronique, mais c'est entièrement assumé de sa part, à l'aune de ce que l'on appellerait notamment les luttes intersectionnelles, à savoir que voilà, c'est les paysans, c'est les pauvres, c'est des minorités, c'est des victimes du système fiscal, étatique, etc., de la monarchie anglaise à la fin du XIVe siècle. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a les victimes que sont les femmes, qui sont elles-mêmes victimes, bien sûr, du patriarcat, d'une manière vraiment extrêmement indubitable et sans conteste à l'époque. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça qui se passe. Et donc voilà, ça m'a beaucoup impressionné, favorablement impressionné. Donc comme on va arriver aux 20 minutes, je vais arrêter. Je reprends dans quelques instants la vidéo 22B pour pas avoir à faire de montage, et on reparle d'un œil en moins et
de Marie-Fleur Albecker, dont je lirai un extrait. À tout de suite, ou enfin voilà, vous cliquez, vous cherchez la 22B.